Arnaud, donc, ravi d'être avec vous pour échanger sur ce sujet dont l'importance est parfois sous-estimée. On a largement le temps d'y revenir. Et écoutez, je ne sais pas comment, donc on prend 45 minutes de présentation, 40-45 minutes de questions-réponses. Ça marche, ou alors, ouais, c'est peut-être mieux plutôt que l'interruption en cours sinon on risque de pas maîtriser le temps. C'est comme tu le souhaites. Écoute, je vous propose qu'on fasse ça. D'abord, je vais me présenter en fait. Alors, le sujet en fait qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la notation d'image. Donc, la presse est en anglais, mais je vais la faire en français. En fait, c'est une pierre angulaire des projets de computer vision. Euh, alors, d'où je parle, hein, c'est toujours important de savoir qui parle et d'où on parle. Donc, moi, en fait, j'ai créé une société computer vision en 2017 qui s'appelle The Contillery, qui a rejoint maintenant une plus grosse entité qui s'appelle Launchmetrics et qui fait de la creative intelligence. Je vais vous expliquer ce qu'est la creative intelligence. Et j'ai lancé récemment, suite à ce rapprochement de The Contillery chez Launchmetrics, donc je travaille à l'intégration de The Contillery dans Launchmetrics au développement du computer vision dans cette entreprise. J'ai une activité de conseil en computer vision et en générative AI, sachant que les deux sujets se répondent, si je peux dire, je vais en parler un petit peu, mais ce n'est pas le cœur du sujet du jour. Voilà. Alors, pour commencer, je vais définir ce qu'est avec un prisme. Alors, ce que je vous montrerai, c'est vraiment The Contillery. Hein. C'est donc sur un sujet qui est quand même assez précis, mais je pense que les enseignements sont valables dans plein d'autres types de projets et d'approches. Alors, la creative intelligence, c'est quoi? C'est le fait de chercher à évaluer, à prédire, à comprendre la performance produite par les visuels. Alors, on va parler de beaucoup d'images. Bien sûr, on peut couvrir le sujet vidéo, mais bon, encore, le sujet notation sur la vidéo est dérivé de la notation sur les images. Donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est décrire des attributs, et sinon, on va beaucoup parler d'annotation sur les visuels, lier ça avec des données de perf. Alors, il y a un gros focus sur l'engagement social, sur bien sûr les grands réseaux sociaux, TikTok, Insta, etc., pour établir des corrélations, des relations entre les descripteurs de l'image et une performance. Donc, par exemple, ça va me permettre de savoir que si je veux présenter un nouveau masque soin du visage, eh bien, j'ai plutôt intérêt à le présenter en bas à droite. Je ne sais pas si on voit ma souris. C'est la deuxième ligne en bas à droite, plutôt sous forme de présenter les textures et les comparaisons de matières, plutôt que de montrer l'application du masque sur une cliente ou un modèle. Voilà. Alors, bon, et comment on fait ça? Typiquement, si on est sur Insta, on va avoir d'un côté un descripteur d'image, donc c'est de ça dont on va parler, donc c'est du CNN, hein, et bon, voilà. Pas de surprise. On a à peu près 2000 descripteurs sur l'image. Et en face de ça, on a des données d'engagement, on va adresser, c'est bien sûr pas notre sujet, au milieu, on fait du machine learning pour établir des relations entre les descripteurs de l'image et une performance, on va dire, marketing ou commerciale. Si je prends le secteur de l'automobile, typiquement pour une voiture, on va d'abord chercher à savoir quelle est la scène. Donc ici, vous voyez, on est in nature. Alors on ne voit pas ma souris, c'est en haut à droite. Si vous la voyez? Ouais, ouais, sur l'écran là, mais je ne sais pas si. Voilà. Donc c'est une voiture qui est in nature. Donc là, elle est en statique. On a sa position. Les lumières sont éteintes. La réflexion sur la carrosserie. Donc là, il y a une bonne réflexion. Les volumes sont importants, etc., etc. Le background. Donc, on a à peu près 400 critères qui vont du type de véhicule en passant donc sur marque modèle, qui ne sont pas des critères computer vision, mais dont on a besoin par ailleurs. Le background, le contexte, les lumières, est-ce que le véhicule roule, on peut aussi faire des focus sur l'intérieur, etc. Donc ça, voilà, c'est le principe général. J'espère être clair, je ne veux pas y passer trop de temps parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais on y reviendra parce que ça va déterminer, quand on va faire des priorisations et certains choix, le fait qu'on ait cette finalité, cet objectif va être important dans les choix de labellisation des critères. Alors, le challenge sur la notation, en fait, vous savez, de temps en temps, on va sortir des papiers qui disent en gros, la notation, c'est le bordel, les datasets ne sont pas propres. Donc, il y a un papier du MIT qui est sorti, je crois que c'était
c'est en avril 2021 qui disait que globalement, tous les datasets sur lesquels étaient entraînés ImageNet et autres étaient de qualité très moyenne et que ça expliquait des fois qu'on ait des vrais problèmes sur les prédicteurs et la façon dont les algos avaient appris. Il y a eu un cas Facebook qui a eu des gros problèmes parce qu'en fait, ils avaient, quand ils avaient un détecteur, enfin un prédicteur qui, sur des populations afro-américaines, avait des propos qui pouvaient être qualifiés de racistes. Donc, c'est quand même assez problématique. Donc là encore, vraisemblablement plus problème d'annotation que de prédiction. Peut-être un peu trop d'annotation automatique mal maîtrisée. Et puis, plus récemment, alors je ne sais pas vous dire si c'est un problème d'annotation de corpus, qu'on a tous entendu parler du problème BART avec James Webb, qui aurait été le premier à faire à prendre une photographie d'une exoplanète, je crois, je ne sais plus, ce qui était faux. Bon, on peut imaginer que les corpus ont encore été. Bon, on parle de Google, on y reviendra, qui n'est pas à l'abri. Un des sujets qu'on a en computer vision, donc ça, c'est le prédicteur de Contigree. Donc là, on cherche à prédire que les voitures sont rouges. Et je vous laisse regarder et puis d'essayer de trouver les erreurs. Vous avez trouvé des erreurs? Ouais, ok. Donc, voilà. Donc votre œil est intraitable. C'est-à-dire que votre œil voit, allez, en quelques secondes, vous voyez l'erreur. Et le pire, c'est que là, je vous l'ai dit, mais si je ne vous l'avais pas dit, il aurait cherché l'erreur. Et donc, c'est infernal le computer vision par rapport à des sujets de data science classiques. C'est que, quelque part, il y a une exigence d'être presque 100% unitairement juste, puisqu'on voit le résultat, en fait, du prédicteur, on le voit vraiment. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre d'erreurs qui sont là. Alors, je fais peut-être partie de celles que vous avez vues. Voilà. Et puis, il y a celle-là où là, on peut débattre, la voiture est rouge, elle est orange, etc. Bon. Et effectivement, quand on va sur des sujets comme les couleurs, ensuite, on est à l'appréciation de c'est quoi la couleur, est-ce que c'est rouge, etc. Donc, c'est un sujet qui à la fois n'est pas forcément évident et surtout, je vous dis, on voit très vite, hein, quand la qualité n'est pas au rendez-vous, on voit très vite qu'elle n'est pas au rendez-vous. Alors, vous allez peut-être être surpris. Là, en fait, c'est des exemples réels. Hein. Donc, sur la gauche, vous avez, c'est un projet sur lequel on a travaillé, alors, pas dans le cadre de The Contigree, dans le cadre de l'activité de conseil que je fais sur Computer Vision. Le client voulait absolument qu'on teste les algos de la plateforme Google Vision, l'API, avant de se lancer dans l'entraînement qui, on le verra, est assez coûteux en temps et en argent. Et en fait, voilà. Et donc, vous avez des exemples de prédicteurs sur le label de prédiction de présence de mobile phone sur des images sur la gauche. On est sur un corpus beauté. Donc, vous voyez qu'il va prendre une palette de maquillage pour un téléphone et que des bouteilles de parfum pour des téléphones, etc. Et vraiment, c'est une capture aléatoire d'écran. Je ne vais pas aller chercher les images mal prédites. Et donc, on parle de Google quand même. Bon, voilà. Et sur la droite, vous avez, je ne sais pas si vous avez forcément, bien sûr, vous avez entendu parler de OpenAI, mais je ne sais pas si vous connaissez le projet Lion, c'est une base de 5,6 milliards d'images sur laquelle on peut aller faire de l'image retrieval et aller voir. Et donc, si je vais, qui est en ligne, hein, faites une recherche sur Lion, vous trouverez des choses. Et vous voyez même Lion qui a été entraîné avec le prédicteur Clip, qui est à l'origine de ChatGPT. Le ChatGPT, vous voyez qu'ils font encore des erreurs, etc. Donc, c'est quand même un sujet, parce qu'on a une voiture intérieur rouge, siège noir, qui est mis en red car, ou une voiture qui est devant une benne rouge, qui est une voiture jaune qui est en red car. Donc, l'exercice n'est pas simple. Pour le fun, sachant qu'il y a une actualité très forte, j'ai fait des petits tests. Donc là, on a un code que nous, on appelle engageance. Je prends un poudrier, je le mets sur une soie plutôt dorée, et j'ai regardé quand je fais soie dorée, ce qui ressort sur Dali. Alors, sur Dali, c'est bien. Et ce qu'on comprend assez vite, c'est que Dali a vu ce type de code pour pouvoir le restituer. Et on voit que Stable Diffusion, clairement, dans le corpus, ils ont pas vu ce code-là, puisqu'ils n'ont pas, tu vois. Ou alors, il y a des problèmes autres, mais en tout cas, ils n'ont pas sorti. 8 journées, très bien. Bon, ça, c'est après avoir retravaillé les prompts sur la plateforme. Donc, pas mal de risques. Alors, une fois encore, le problème, c'est qu'on peut avoir un taux d'erreur qui n'est pas forcément très important, mais il se voit beaucoup. Voilà. Alors, je ne parle pas de véhicules autonomes, de problèmes de sécurité comme tu évoquais, qui sont d'une autre nature, mais qui aussi vont poser
de gros problèmes. Euh, alors, la spécificité du computer vision sur les projets, on va dire machine learning au sens large, pour voilà, simplifier. Donc là, j'ai repris, j'aime bien cette représentation, alors, il y en a plein qui existent, sur le cycle de vie d'un projet d'IA, d'une société qui s'appelle Co- Cognilytica et qui fait notamment de la certification sur l'IA, donc des gens assez pointus. On verra, parce que je fais une analyse de pourquoi les projets aboutissaient pas toujours et les causes. Et on l'utilisera en conclusion de cette présentation. Et en fait, j'aime bien ce mode de représentation qui va nous servir un peu de fil conducteur euh, pour, euh, pour échanger sur ce sujet-là ensemble. Alors, tout d'abord, le truc, je ne sais pas qui a déjà travaillé ou pas sur des projets de computer vision autour dans l'audience, mais une chose qu'on fait tous quand on démarre, c'est qu'on sous-estime toute la phase de data preparation, aussi bien sur la phase de cadrage que sur la phase de construction et d'itération qu'il va y avoir sur les corpus. Il faut savoir que sur un projet de computer vision, 60 à 80% de l'effort porte là-dessus, de l'effort et du temps qu'on va passer. Et c'est vraiment un truc qui est pas du tout évident a priori. Et on se fait un peu tous piéger si on ne dit pas à l'avance que ce problème va apparaître. Donc c'est un investissement important. Il y a des problématiques de scope sur le corpus, il y a des problématiques de profondeur. On va voir qu'il y a énormément d'itérations, que ça a des impacts sur les ingénieurs. Nous, on s'est retrouvés en situation où ils voulaient tous démissionner parce que tous nos ingénieurs étaient en train de labelliser des corpus. On verra qu'après, on a pris des mesures pour qu'ils aient pu à le faire au moins. Voilà. Donc ça excite pas beaucoup les ingénieurs de faire de la notation d'image. C'est pas ça qu'on leur a vendu à l'école. Hein. Bon, voilà. Euh, et donc, c'est une importance clé sur le succès du projet. Alors, je vais parler des économiques. Je vais arrêter de regarder l'écran là parce que peut-être que on m'entend plus grand-chose. Alors, un sujet là aussi très important, c'est que quand vous êtes sur un projet d'annotation, alors, ça va dépendre de son background, etc. Le risque, c'est de partir avec une approche ingénieur pure qui est pas forcément. Alors, je suis désolé pour le côté caricatural de la remarque, mais c'est mes tempes pas encore blanches, mais mon expérience qui me disent que ça peut arriver que des gens aient une approche très ingénieur en mettant pas suffisamment, en prenant pas suffisamment en compte les dimensions économiques du projet. Et voilà. Et donc, on va voir que effectivement, il y a des économiques qui sont un petit peu traîtres en computer vision avec lesquelles on peut se faire facilement piéger. Donc, si je reprends mes deux premières phases, qui sont la compréhension business et la clarification des objectifs, et la compréhension de quels sont mes besoins en data, bien en fait, on a deux phases qui peuvent être assez facilement sous-estimées pour pas dire complètement négligé, parce qu'on a très envie de mettre la main dans le moteur et de faire joujou avec de faire joujou avec des datasets, d'annoter et voir ce que l'algo est capable de trouver. Et donc, on a tous fait, voilà. Et là, c'est le début des problèmes. Il faut le faire. Pour, plus, bon, ça va avoir des intérêts sur des sujets de prénotation, etc. Mais il faut faire attention. Et donc, on va voir qu'un des trucs qui est très important, c'est de prioriser et de se focuser sur là où on crée vraiment de la valeur. Alors, pourquoi ça? Parce que si vous prenez en fait le coût d'entraînement d'un algo, vous allez aller chercher 50% de la prédiction assez facilement sur, voilà, dès que vous avez un peu de volume, voilà. Puis plus vous allez chercher à améliorer la prédiction, quand vous êtes à 70, donc ça peut être un round 2, voilà, vous commencez à être content. Puis, mais n'oubliez pas que les gens qui vont voir les photos vont quand même tout de suite voir s'il y a 30% de mal classés, ça va être un problème quand même. Bon. Et si vous allez chercher 90%, ça coûte une fortune. Ça coûte très très cher. Voilà. Et donc, il y a tout ça. Donc là, ça, on est sur un exemple sur un corpus doté, d'entraînement doté. Donc là, vous avez à peu près une partie des 300 critères qui sont représentés ici. Et là, on fait un petit zoom. Et donc, vous voyez que vous avez des labels sur lesquels. Alors, nous, sauf qu'on avait vu que quand on était à 100 quand on avait des datasets d'à peu près 100 individus, on arrivait à avoir des niveaux de prêt qui étaient au-dessus de 50%, on pouvait même monter à 70%.
sur certains. Et sur des petits labels, ça nous allait bien. On ne voulait pas forcément aller chercher du 100% qui était hors de prix, enfin du 100%, du 80-90%. Sur des petits labels. Et vous voyez, par exemple, ici, vous avez les paniers, on est à 21 images labellisées. Les lits, alors des fois, puisque voir des youtubeuses qui sont dans leur chambre, donc voilà, il faut identifier qu'il y a un lit, etc. Et donc là, vous êtes quand même bien embêté avec tout ça, parce que si vous voulez passer en noir, donc noir, ça veut dire, OK, on a atteint le seuil, surtout, c'est assez compliqué. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que vous avez ce phénomène qui est que là, donc, vous avez chaque barre, c'est un label, et puis ça va de, si vous prenez dans l'automobile, donc je suis rebasculé dans l'automobile, vous avez le label Blue Sky, vous allez avoir 1300 images, on rentre un, et puis vous êtes content, puis l'algo est content, tout le monde, puis vous entraînez, puis tout se passe bien. Mais quand vous avez un code comme Chiaroscuro, qui en fait, c'est le clair-obscur, qui est utilisé notamment par les marques un peu élitistes de supercars, etc., vous avez plus de 0,1% des images, donc une image sur 1000. Donc si vous avez besoin d'avoir 100 images dans votre dataset d'entraînement, il faut vous palucher 100 000 images. Donc, et en annotation 100 000 images sur 300 critères. Si vous faites 100 000 images, 300 critères, je vous laisse l'utiliser, c'est juste pas jouable, quoi. Alors pourquoi c'est pas jouable? Parce que en fait, vous avez une courbe à droite, vous avez le coût de l'annotation du label, et on va voir pourquoi il y a cette explosion. Il y a un premier effet, c'est que effectivement, quand je dois aller chercher une image parmi 1000 et que j'ai besoin de ce que je disais, je me répète, c'est que l'annotateur va passer énormément de temps à chercher des images sur des corpus et il va avoir beaucoup de mal à les trouver. Donc donc là on peut être à ça, c'est vraiment des calculs qu'on fait assez facilement. On peut être à x60 en temps passé. Et puis, il n'est pas rare que sur certains critères, il faut se faire appel aux experts, c'est-à-dire à l'ingénieur en IA, qui lui sait comment pense, entre guillemets, l'algo, et qui a besoin de s'investir. Et nous, je sais que sur certains. Alors, sauf qu'on avait ouvert on a ouvert, quand on a eu ces problèmes-là, on a ouvert un bureau à Madagascar. Si je refais l'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, on a nos ingénieurs qui tiraient la tronche, ils voulaient tous démissionner, etc. On a dit, oh là, il y a un problème, il faut qu'on trouve une solution. Je peux passer des détails, moi, sauf que j'avais un réseau de connaissances à Madagascar, et donc j'ai pu ouvrir un bureau là-bas, chez un ami entrepreneur qui a pu nous héberger, etc. Donc on a déporté positivement le problème, et on a voulu faire de Madagascar, et on a fait de Madagascar un centre d'expertise. Mais néanmoins, sur certains labels, parce que quand vous faites de la notation, alors attention, je ne suis pas en train de parler des bouncing, je vous change le nom les bouncing box ou du suivi d'objets dans une vidéo où n'importe qui est capable de dire bon voilà, il y a un stylo sur cette table, voilà, je le tag avec ma bouncing box et le truc est réglé. À peu près tout le monde est capable de faire ça. Quand vous êtes sur des sujets comme ça, où vous pouvez être super, des histoires de regard, de compréhension, etc., là, des fois, vous avez besoin de savoir comment l'algo va réagir par rapport à une annotation. Donc, les experts peuvent être impliqués. Et généralement, ils sont plutôt impliqués sur les sujets où il y a de la subtilité qu'on va trouver sur des petits critères. Et donc là, votre coût, il explose encore. Parce que là, j'ai été sympa, j'ai mis x5 en coût en taux jour. C'est pas x5, hein, c'est beaucoup plus simple. On a quelqu'un qui annote dans une logique offshore et un ingénieur, vous comparez le coût jour, ça n'a juste absolument rien à voir. Et donc, il y a une problématique là qui est que, au fond, vous avez ce problème de qualité, cette exigence à gauche. Alors, sur notre petit sujet marketing, au fond, ce n'est pas très grave. Je vous dis une fois encore, il y a des sujets beaucoup plus graves que ça. Mais néanmoins, pour nous, c'est un sujet. On n'a pas trop le droit de se tromper parce que ça se voit tout de suite. Un besoin de data pour obtenir un niveau de qualité élevé et un coût de collecte de la data potentiellement explosif si je veux atteindre 100% de mes objectifs de qualité sur 100% de mes critères. Bon. Et donc, un des sujets que vous allez devoir traiter, c'est celui-là. Et donc, on va voir que pour piloter ça, je regarde le timing. Pour piloter ça, ils vont faire quelque part, il va falloir faire une sorte d'analyse de la valeur de vos labels. Alors, pas que le mot fasse peur, hein, c'est pas forcément des trucs, vous n'allez pas y passer 6 mois
Mais en tout cas, dans le mindset, dans la démarche, dans la façon de penser, il faut raisonner comme ça. Et donc, toujours pour être dans le concret, là, je vais prendre, alors je suis sur quoi? Là, je suis sur hop, la voiture. Bon. Donc, en fait, pour faire simple, vous avez trois types de sujets, quoi. Le premier, c'est les low-hanging fruits, comme on dit, c'est les trucs, c'est mon ciel bleu ou ma voiture on the road. Donc, des voitures on the road, vous allez en trouver plein au bout de tout début de projet, vous allez en régler le problème. Les voitures on the road, j'en ai suffisamment. Parce que, voilà. Vous allez avoir des petits labels. Ici, alors là, je change d'univers. Voilà, vous avez dit, tiens, il y a des images dans lesquelles il y a des bougies. Ce qui est vrai, en beauté, des fois, il y a des scènes, ça, c'est un peu scénarisé, il y a des bougies. Est-ce très grave si je n'identifie pas, si mon prédicteur n'est pas très bon sur les bougies? Écoute, le coût en face de ça serait serait disproportionné par rapport à l'importance de ce critère. Vous allez être opportuniste. S'il y a, il y a. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Et puis là, vous allez dire, par contre, charge porte, il n'y en a pas beaucoup, mais le sujet, il est quand même assez important parce que les boîtes ne parlent plus que de bagnoles électriques. Donc là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Oui, je vais en baver, mais je vais faire l'effort. Donc, on n'est pas forcément sur des trucs, voilà. Et c'est ça qu'on appelle l'analyse de la valeur. Alors, mais en tout cas, c'est une démarche qu'il faut absolument avoir parce que sinon, je vous dis, vous avez une perte de contrôle et tout le monde d'ailleurs se décourage. Ça peut être épuisant de labelliser, de ne pas avoir les images, de devoir aller les chercher, de ne pas les trouver, etc. C'est épuisant pour les équipes. Un autre exemple, donc backstage. Donc, on a un client dans la beauté qui nous dit ah oui, mais pour moi, on avait une seule classe, là, on avait ça application. D'accord? Il dit ah oui, non, mais moi, attention, là, quand j'ai une scène de maquillage, c'est pas de l'application, c'est un backstage. Bon, bah, très bien, madame la cliente L'Oréal. Donc, est-ce que vous pouvez distinguer? Donc, on se dit bah oui, on peut. Le problème, c'est que si vous prenez l'image en bas à gauche, bien malin, celle-là, bien malin, celui qui est capable de me dire si c'est la personne qui se maquille toute seule ou s'il y a une tierce personne qui la maquille. Donc un principe de base. Ceux qui sont à distance, peut-être avec la souris, ouais. boîte de souris. Ouais, c'est la deuxième en bas à droite. En bas à droite, c'est la jeune femme avec un feutre, oui, je sais pas, un applicateur rouge sur la lèvre qui est maquillée en rouge. Et là, c'est vrai que si vous regardez, au fond, on ne sait plus trop si la main, c'est sa main ou la main d'une tierce personne. Voilà. Et donc, pour arriver à distinguer, alors après les autres, ça va, hein. Si on regarde à gauche, ça se passe bien. Les autres, à droite, ça se passe bien. Et donc, on a dû apprendre à l'algo à faire cette différence-là. Donc là, je peux vous dire que vous mobilisez de l'annotateur, de l'ingénieur, les outils, du contrôle, du suivi qualité de partout. Et voilà. Et ça se fait. Mais donc ça, c'est une vraie décision d'investissement. Voilà. Et là, ça va vous demander plein de choses sur lesquelles je vais revenir. Puisque on va parler de l'aspect people, etc. derrière, et de la méthode. Et donc, si je résume sur la beauté, ça peut donner un truc. Alors là, on est sur des grandes classes en haut à gauche. Hein. Donc, iResult Backstage, et puis on est sur des labels plus fins qui vont décrire l'exécution créative en bas à droite. Donc, vous retrouvez dans ce cas de figure. Et si dans l'automobile, on peut être sur un truc qui ressemble à ça. Mais ce n'est pas juste, allez, on y va les petits gars et on labellise tout. Quoi. Parce que là, je vous assure que vous allez pas tenir, en fait. Voilà. Et donc, alors ensuite, une autre notion qui va être très importante, c'est la notion de reward dataset. Ça aussi, c'est un autre sujet qui peut être un sujet de surprise. Vous voyez, ça c'est un vrai projet. Hein. C'est pas fictif. C'est un vrai projet de computer vision, donc il se déroule sur à peu près 20 semaines. C'est la phase 1 d'un projet. Il faut savoir qu'un projet de computer vision, je crois que je l'ai mis dans un slide précédent, notre expérience d'un entraînement, enfin de la création d'un classifieur au sens labellisé, parce que nous on fait on utilise de la classification d'images, enfin ce qu'on fait. Au bas mot, le plus rapide qu'on ait fait, c'était 4 mois, en étant très expérimenté, et en ayant mis tout ce qu'on avait dans le ventre.
Et il n'était pas rare que ça prenne 1 an. Voilà, donc, il faut le savoir. Alors, peut-être que notre sujet, il est particulier, il y a beaucoup de variétés à l'intérieur, etc. Mais c'est ça la réalité. Et après, pour atteindre sur des volumes importants, enfin de labels, des niveaux de perf élevés, vous pourriez vivre pendant 2-3 ans. Hein, et puis, vous allez constamment faire évoluer, etc. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir une V1 qui tienne la route et qui atteigne un premier niveau d'objectif. Alors, et bien évidemment, si vous êtes bugué sur le corpus au départ, si vous n'avez pas le bon corpus, en fait, toutes les étapes là, il va falloir toutes vous les renquiller parce que celle-là, c'est en faisant l'hypothèse que vous êtes parti sur un assez bon corpus au départ. Et c'est quoi un bon corpus? C'est un corpus qui, en taille, vous permet d'avoir des samples unitaires importants, qui est représentatif, qui est pertinent. Pertinent, c'est au sens, si vous analysez des choux, mettez pas des carottes. Diversifié. Voilà, il faut que à peu près tous les cas de figure soient représentés. Balance, c'est éviter d'avoir des clusters. Quand je dis un cluster, catégorie, un dataset sur un label, vous avez 3 mini-images et un autre sur lequel vous en avez 10 parce que votre algo va partir en overfit assez vite et va être complètement déséquilibré. Donc, il faut gérer la pondération des critères. Bien sûr, précision, pensez à backstage par rapport à application. Et puis, agnostique, pardon, parce qu'il ne faut pas qu'il soit. Il faut dire qu'à un moment, vous travaillez sur un type de source, mais potentiellement, vous avez d'autres sources qui peuvent être ingérées par le modèle et il ne faut pas que ça déstabilise complètement. Il faut qu'il soit adapté à peu près à tous les cas de figure que vous pouvez potentiellement rencontrer. Chez The Conti Dream, ce qu'on a pris l'habitude de faire en fait, il y a une question d'appropriation. Il faut s'approprier son sujet. Et pour s'approprier son sujet, nous, on fait toujours, dès qu'on démarre un projet de computer vision, l'étape 1, c'est une camine pour créer des clusters. Il nous arrive de créer des camines à 5000 clusters pour voir ce qu'il y a dans le corpus. Et on se déroule les 5000 et on regarde ce qu'il y a dedans. Alors, c'est pas de la notation, c'est juste on dit tiens, alors donc j'ai du ça, j'ai du ci, j'ai du comme ça, etc. Et là, quand vous avez fait ça, qui prend forcément beaucoup de temps, vous commencez à comprendre ce qu'il y a dans le corpus. Super important. C'est ce que vous avez ici. Hein. Là, c'est un vrai. Voilà. Donc, c'est pas présenté, hein, c'est l'outil d'annotation. Donc, vous avez. Première ligne, c'est des femmes qui se mettent un masque doré sur le visage. Deuxième ligne, ce sont des vidéos d'ailleurs. Hein. C'est de la manipulation de matière. On ne va pas être partout, c'est de la manipulation parce qu'une fois on voit la cuillère dedans ou les doigts dedans, des fois pas en fonction de la vignette de la vidéo, mais c'est des vidéos où les femmes manipulent voilà, les textures. Après, la troisième, c'est en fait dans un. C'est des trucs, je ne sais pas comment ça s'appelle. Aidez-moi. Trucs à paillettes, les trucs qui font les paillettes là, l'été sur les jambes pour avoir les jambes qui brillent, etc. Donc là, ils vous montrent le truc, ils font bouger le produit dedans pour qu'on voit que ça brille. Bon, voilà. Et donc, vous voyez, et donc ça marche. Et donc, je sais que j'ai ça dans mon corpus. Après, je décide ce que j'en fais. C'est important ou pas, mais voilà. Je vais te poser une question parce que bien sûr. Tu dis on peut faire même 5000 classes, mais du coup, là, tu nous as présenté 3 classes. Quoi. Donc, tu reviews 5000 classes à l'œil. Alors, c'est pas en fait, ce que tu fais, ça, c'est quand tu définis ta taxonomie. D'accord. La première, tu vas dire, mais en fait, je suis sur de l'application de masque. À ce stade, qu'il soit doré, pas doré, je ne pose pas la question. Donc, je connais cette classe. Je la connais. Tu vois, celle-là, je la connais. La deuxième, on ne la connaissait pas. On la connaît, en fait, on la connaissait en image, mais en image, ça n'a pas autant la manipulation de textures qu'en vidéo. En vidéo, c'est très présent, le fait de jouer avec les textures. Donc, ça te donne une indication, parce qu'en fait, là, il t'a regroupé les couleurs qui sont plutôt. Parce que tu as les formes et les couleurs, bien sûr. Il t'a regroupé aussi les couleurs qui sont sur des purples et des roses ensemble. Il t'a fait un cluster et manipulé. Hein. Donc, tu vas trouver, et tu vas voir qu'il y a plein de clusters. Alors, un coup, ça va être du bleu, un coup du jaune, il va les foutre ensemble. Et voilà. Et juste, ça te permet, et donc, ce que tu fais, enfin, ce que font les équipes, elles disent, OK. Donc, on a dit, il y a un truc qui s'appelle Handle, les textures. Bon, manipulation des textures. Hop, c'est une nouvelle classe qu'on ne connaissait pas. Et donc,
quand ils ont fait les 5000 classes, ils ont à peu près vu tous les cas de figure. C'est pas tout à fait vrai parce que tu peux en avoir caché dans des clusters. Mais ça, tu ne le sais pas à ce stade. Ça prend du temps quand même à Ouais, mais c'est là où les outils, c'est quand même vachement important parce que ici, si tu veux, donc là, tu vois, c'est une camine. Hein. Donc voilà. Après, ton outil, il faut qu'il te restitue tous tes clusters. Et puis en face, ce que tu fais, alors, ce qu'il faut, c'est que tu aies un outil qui te permette de créer des labels de façon dynamique en face et puis de faire des mises à jour. Je te dis pas que c'est facile et que voilà, mais ça vaut vraiment le coup de faire l'investissement. Tu le rentabilises à mort derrière. Mais là, on est un peu dans le data understanding, en fait. Ouais, mais carrément. On est d'accord. Carrément. Carrément. Oui, c'est clairement ça. Et c'est vraiment, ça permet de rentrer dans le sujet, de piloter, de s'approprier. Et du coup, tu fais toujours, enfin, tu as dit 5000 classes, mais est-ce que tu pourrais faire moins de classes Tu peux, mais. Tu Tu peux. Non, mais attention, 5000 classes. Nous, en fait, à l'équipe Amada, ils étaient 3. Maintenant, ça a été réintégré chez les plus grosses équipes chez Launchmetrics, qui ont des annotateurs. Revoir 5000 classes à 3, allez, ils y passaient 3 jours. Tu vois, c'est pas non plus. Tu vois, et ça les vaut. Parce que derrière, tu pars sur un projet de 4 mois minimum. Donc, tu vois, ça vaut le coup. Parce que du coup, les classes, vous ne les connaissez pas à l'avance. Non, là tu es en non supervisé total. Et c'était encore plus de combien d'images de là? Voilà, on part sur un corpus de 200 000 ou un truc comme ça. C'est pour ça qu'on fait une camine, parce qu'après, si tu utilises d'autres techniques de clustering, ça passe pas. Tu n'as que la camine qui te permet de faire ça. Parce que tu as quand même des vecteurs à 2048 dimensions et tout, ça consomme un peu de. Tu vois. Mais l'utilité avec ça, c'est de voir quoi concrètement? C'est de voir des nouvelles. Comment la go. C'est de comprendre. Je te donne un corpus de 200 000 images. Ouais. Vas-y, labellise. Comment tu rentres dans le sujet? Ok. Comme vous dites. Comment tu rentres dans le sujet, tu vois? Le truc, c'est que tu as besoin qu'on te dise, tu vas me dire, mais Arnaud, il y a quoi dans ton corpus? Je vais dire, bon, j'en sais rien. Fais-moi une taxonomie. Maintenant, définis-moi. Voilà, parce qu'il faut, là, il faut la plateforme d'annotation, il faut créer tous les labels. Et juste la camine, c'est sur les vecteurs bruts ou des vecteurs déjà un peu transformés? Alors, au début, c'était sur des vecteurs bruts. C'est les vecteurs bruts. Et puis, au fil du temps, on avait nos vecteurs qui étaient pré-entraînés sur les univers. Bon. Il y a des réductions de dimension par rapport à. Pardon? Il y a des réductions de dimension là pour aller plus vite? Pas sur cette phase-là. Non, sur cette phase-là, tu n'as pas besoin. Tu prends un efficient net, un ImageNet qui te fera une partie du job à ce stade-là. Tu vois. Après, tu vas te fine-tuner, mais. Non, voilà, donc mais vos questions, c'est intéressant parce que oui, mais ça vous interroge, mais j'assure, enfin, super bon. Voilà, et donc, will you understand? Ça, c'est clé, ok? Understand, c'est quoi ton monde, le monde, voilà, ton monde réel? Aux équipes, parce que nous, on faisait bosser là, sur ces sujets-là. L'équipe de Madagascar, c'était eux qui le faisaient parce que, on était avec eux, mais on voulait que ce soit eux, parce que c'est une façon de s'approprier le sujet. Si vous les mettez en exécution pure, vous avez des risques de qualité énormes. S'ils ont codéfini avec vous, c'est pas la même chose. Guidance, oui, donc ça permet sur oui, alors c'est le point d'après, je vais vous en faire un exemple. Vous allez trouver des trucs que vous n'avez pas imaginé, parce que l'algo, des fois on aimait bien dire, ça se faisait plaisir, un peu geek, il est con l'algo. Hein. Bon, mais des fois il vous sort des trucs super intelligents auxquels l'humain ne pense pas. Quoi. Je vais vous donner un exemple derrière. Bon, voilà. Et puis, ça vous permet d'anticiper tout simplement. Et alors l'exemple, c'est ça. Et donc, sur le travel, on fait notre cluster et l'algo nous sort ça. Il nous fait des classes type gauche et des classes type droite. Et il nous groupe les piscines avec beaucoup de chaises dans un cluster et les piscines avec peu de chaises dans un cluster. On se dit, putain, mais il est génial parce que c'est pas du tout les mêmes vacances. Là, je pars avec ma moitié, voilà, en amoureux, et là, je pars avec les gamins ou les copains faire la fête. Quoi.
Bon, voilà. Et donc, il va vous sortir des trucs, des fois, intéressants. Et ouais, ça vous permet aussi ça vous aide vachement à orienter le truc. Un petit mot sur l'active learning, parce que je sais que c'est un sujet, voilà, quand on est sur ce sujet-là, dont on parle souvent, alors ça peut paraître un peu abscon et pas forcément concret quand on n'est pas dans le truc. Là, j'aime bien cette représentation, j'ai mis la source, j'aime bien ce qu'il a fait, le gars, parce que souvent, quand on est en sujet, comment les gens en parlent, c'est un peu confus, je trouve. Voilà. Et donc, segment, c'est un peu ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mes petits paquets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est très important aussi, cette segmentation, parce que labelliser un product shot ou labelliser une youtubeuse en train de se mettre du maquillage ou labelliser une scène lifestyle, enfin, vous avez le produit mis en situation dans une scène de la vie quotidienne, c'est pas les mêmes labels qu'il va y avoir derrière. Donc voilà, donc ça permet de faire des garde-tri. Après, ça vous permet de dire, ça, c'est pas pertinent, je le sors. Et puis, un truc super important, c'est la préannotation. Plus vous allez préannoter, moins vous aurez de boulot derrière. Et je vais vous montrer pourquoi un petit peu plus loin. Donc, préannoter, ça vous avez un algo qui n'est pas parfait, mais il vous fait un premier tri. Et en fait, plutôt que d'annoter, vous contrôlez ce qu'a sorti l'algo. D'accord? Et donc, c'est l'algo qui bosse et pas vous. Et donc, en fait, l'annotateur, il devient superviseur de ce que fait l'algo et pas annotateur. Et ça, c'est vachement bien parce que ça vous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, par exemple, vous dites, ah ouais, là, j'ai trouvé ce code-là. Il y a des filles qui se font des maquillages de l'amant sur les lèvres, voilà, truc, mais j'ai 10 images comme ça. Arnaud, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ah bah ouais, c'est cool parce que c'est pas mal et tout ça. Et puis, on voit que les trucs, ça engage. Alors, ah ouais, mais fais voir, ouais, ça engage vachement. Donc, il faut aller en chercher. Donc là, image similaire et on remonte. Alors, pourquoi je prends cet exemple? Parce que là, c'est-à-dire que votre plateforme de labellisation est capable d'aller chercher dans un corpus non exploité des images similaires à celles-là que vous allez remonter en annotation. Voilà. Donc ça, c'est l'idée d'intégrer les algos et la plateforme d'annotation. Et puis sur la data augmentation, il y a, on en parlait un petit peu tout à l'heure, les images synthétiques. Voilà, donc ça, c'est un truc qui va exploser. Hein. C'est une prédiction du Gartner. Qui prévoit une explosion des synthétiques datasets. Alors avec Generative AI, bien évidemment, il y a un gros sujet là-dessus. L'aspect organisation, j'augmente la cadence. Voilà. Donc, alors on a démarré à 5 minutes, avec 5 minutes de retard. Donc, là, la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que je fais en interne, est-ce que j'externalise? En gros, si vous faites en interne, tout le monde va vouloir démissionner au bout de 3 mois. Ça, c'est quand même embêtant. Il ne fallait pas venir. Donc, si vous mettez tout en externe, vous imaginez bien pour gérer les itérations, là, les trucs, bon courage avec un chef de projet, parce qu'un mec qui vous fait de la notation externalisée en offshore, il vous met un chef de projet au milieu qui lui, il sait, enfin bon, c'est pas son métier, il comprend. Backstage, si vous passez déjà expliqué au chef de projet, imaginez, vous allez expliquer au chef de projet c'est quoi un backstage par rapport à une application. Et vous n'avez pas le droit de parler aux annotateurs. Et puis, et lui, il va se retourner, il va dire aux annotateurs, alors, ce que j'ai compris, et là, ça va pas bien se passer. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire un système qui est beaucoup plus intégré. Et donc, si vous travaillez avec des équipes d'annotation, c'est vrai qu'il y a des offres aujourd'hui, assurez-vous qu'ils proposent des schémas d'intégration très forts. Alors nous, on a pris parti d'ouvrir notre bureau, mais il y a un vrai sujet sur les offres d'annotation là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens qui proposent ces services-là vous permettent de bosser avec les équipes en direct. C'est fondamental. Le process d'initialisation, il est fondamental. Donc vous avez, alors ça c'est clé. Parce que les ingénieurs, en IA, ils sont comme ici. Il n'y a pas un bruit dans la salle, quoi. Il ne faut pas les déranger. Ils sont concentrés. Donc, quand vous avez l'équipe de Mada sur ça qui dit machin, là, qu'est-ce que tu fais avec cette image et tout donc vous dites attends, là, pendant les 15 jours, là, tu laisses tomber tes algos de machin, tu bosses avec l'équipe, et c'est ça la priorité, et tu vas être très sollicité, et tu vas travailler avec eux, parce qu'il y a besoin de faire converger la notation et
et le training d'algo, etc. Donc, vraiment, cette phase d'initialisation, elle est vachement importante. Voilà, et puis après, il faut un process de revue régulier. Alors, les itérations, c'est ces étapes ces process de validation intermédiaire, de feedback et de réinjection, bien évidemment. Sur le recrutement, nous, ce qu'on faisait, alors là aussi, parce que sur, enfin, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas être trop bavard, mais si vous faites du offshore, pour des raisons économiques, c'est important d'en faire. À un moment, on ne se rend pas toujours compte, mais il y a des codes auxquels on peut être habitué, voilà, qui sont des codes peut-être très occidentaux, très européens, machin, donc il faut vous assurer que, voilà, il y a cette dimension-là à prendre en compte. Donc, à l'arrivée, on a fait on avait un process de recrutement là, sur l'équipe de Mada, où il y avait des use cases, quoi. Et on avait des cas dans la beauté, la bagnole, le travel, et on disait, bah voilà, t'en penses quoi, tu vois ces images, c'est laquelle te semble la plus engageante, pourquoi? Et on regardait si ces gens avaient l'œil, en fait. Voilà. Les outils, donc les outils, vous avez compris, c'est quand même vachement important. Il faut qu'ils vous permettent de gérer la qualité, vous permettent de prioriser, de gérer l'allocation des tâches, de collaborer. Il y a une logique de workflow importante. L'interaction, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir effectivement que les gens échangent. Parce que si vous dites, OK, ça aussi, on a connu ça, on s'est fait piéger par ça. Ça vous dites, OK, allez, je fais 2 points par semaine. 2 points par semaine avec des équipes d'annotation. C'est pas mal déjà. Sauf que pendant 2 jours, ils ont fait, enfin, ils ont fait n'importe quoi. C'est qu'ils ont pris une mauvaise option sur la labellisation. Après, il faut reprendre le truc. Donc, c'est pas, vous avez perdu plus d'une semaine. C'est le bazar derrière. Non. Voilà. Donc, en fait, c'est au fil de l'eau, quoi. Donc, voilà. Il faut que les applis soient. Dans les applis, il y a des gains de productivité très importants qui peuvent être faits. Flexible. Bon, et puis bien sûr, il faut qu'il y ait du dashboard, etc. Donner un exemple, hein, j'ai voulu que ce soit un peu. Juste sur le ouais. Il n'y a rien sur tout ce qui est traçabilité, reproductibilité, tu vois, le dataset, il est contaminé. Vraiment, vous injectez une nouvelle data et puis c'est contaminé. Oui, non, mais j'ai pas. Vous avez raison, oui, il y avait historisation, mais je l'ai pas mis parce que j'avais 8 bulles et je ne savais pas où mettre la 9e. Elle est là. Elle est là. Mais c'est vrai, c'est vrai. En fait, il faut qu'il y ait une dimension image-centrique, une dimension annotateur-centrique, une dimension cluster-centrique. Voilà. Il faut qu'on puisse suivre chacune des dimensions. Je suis d'accord. Voilà. Et par exemple, ici, ouais, donc ça, c'est tout con. Et tout à l'heure, je vais parler de préannotation. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ça, c'est des images qui font partie qui ont un label en commun. Vous voyez, c'est quoi? Dans la nuit, Des vitres, architecture industrielle. Bon, voilà. Et donc, quand votre plateforme, ça c'est la prédiction en fait qui est faite. Alors, non, c'est en annotation. Bon. Mais ça marche en prédiction en annotation. Le superviseur ou même vous faire le peer-to-peer, c'est-à-dire que vous avez Paul qui présente ça, puis Jacques qui va regarder ça. Et donc, vous n'avez plus les labels. Et là, vous voyez, alors là, c'est le bénéfice de l'œil qui voit tout de suite là où il y a un bug. Si vous avez une image qui n'est pas dans le cluster, et ça ne coûte pas cher à faire. Ouais. Donc, autre exemple, on est sur quoi? On est sur les bandes de recharge automobile. Donc voilà, typiquement, je pense qu'ici, ah non, elle est là, la bande. Il y a un problème. Et là, on est sur des harmonies de couleurs. Donc, si vous avez une image qui n'est pas harmonieuse en couleur, j'espère que vous allez la voir. Voilà. Conclusion. Alors, pour conclure, j'aime bien alors, en fait, à l'intérieur de cette entité, il y a un organisme de certification en IA qui a fait des études et sur beaucoup de projets, je ne sais plus combien, plusieurs centaines, etc., sur pourquoi les projets échouent. Et je trouve que c'est une bonne conclusion à ce qu'on vient de dire. Les top 10 reasons why AI project fail. Donc, mettre en œuvre des approches qui sont trop, on va dire, développeurs et pas assez data-centric. C'est-à-dire que voilà, je suis là, je gère ça en mode ingénieur pur, quoi. Error misalignment, bon, bah, c'est clair. Quantité de data, qualité de data.
le décalage entre je suis sur un truc au départ, ce que je disais, le syndrome, allez, je lance mon pilote, j'ai envie voilà, de voir des trucs, et puis en fait, je suis pas du tout real world, et donc mon truc, on ne sert pas à grand-chose. Donc, misalignment, real world data, training data, sous-estimer le temps et le coût de la partie data, donc dataset. Lack of planning for continuing AI model data iteration, bon, bah, c'est tout ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas anticiper qu'il va falloir. Et en fait, vous voyez, c'est les 10. Sur les 10, on a parlé de 8. C'est pour ça que je trouvais intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quand même une grosse partie Alors, en computer vision, hein, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est le cas sur d'autres domaines que je connais moins bien, mais c'est quand même au cœur de la réussite des projets. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Petite séance de Q&A. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? À distance, pas de questions non plus à distance? Bon, Merci Arnaud pour la présentation. Juste est-ce qu'on peut quantifier un taux d'erreur admissible dans les annotations? Parce que Ça dépend de ton sujet. Si tu fais de la voiture autonome, c'est 0%. zéro, c'est possible ça? Ah bah si ta voiture, tu vois, t'as un cas que j'aime bien citer en voiture autonome, tu vois, si c'est un blouson plié sur la route ou si c'est un caillou, bah, dans Ouais, l'automobile, dans un cas, il faut que la voiture s'arrête, dans l'autre, elle peut continuer je de rouler, continue. même qu'à pile. Donc, tu vois. Donc, non, mais ça dépend de ton. J'ai pas de réponse, ça dépend de ton business. Ça dépend de ton business. Et est-ce que c'est un problème de coût de la qualité, quoi. Tu as des D'accord. endroits où tu admets la sous-qualité, d'autres pas. Mais en tout cas, la qualité coûte cher. Ça va. Je sais pas. Mais nous, enfin, nous, on essayait au minimum d'être à 70% de prédiction. D'accord. Passant la barre, tu vois. Quand on passait pas la barre des 70, on ne retenait pas. Et sur certains qui étaient clés, on essayait de monter à 95%. Et on y arrivait parfois, même souvent. Sur les labels clés, 95%, c'est jouable. Mais c'est de l'investissement. Et les modèles de pré-entraînement pour les cabines pour la clusterisation et tout ça, c'est fait sur le cloud en utilisant des solutions AutoML ou Pardon, j'ai pas compris la question. je demandais si les entraînements sont faits sur le cloud, sur des solutions soit Ah Azure, soit oui, GCP, oui, soit AWS. oui, c'est du AWS, mais bon, c'est pas, tu vois, on n'a pas plein de solutions qui existent. Ouais. Bah, de toute façon, j'ai du mal à penser que tu puisses faire ça autrement que sur le cloud, parce que tu peux avoir des besoins capacitaires instantanés, très forts. Difficile d'imaginer un autre environnement. Ça, c'est des projets entre guillemets industriels, c'est-à-dire c'est pas expérimental. Hein. Là, ce dont je vous parle, c'était mis en production derrière. Hein, voilà, c'est toujours, d'ailleurs, c'est mis en prod, mais bon, je dis c'était parce que maintenant ça tourne, donc on n'a pas à faire cet investissement nouveau, on a de la maintenance, mais voilà, il y a de la mise en prod derrière. Quoi. C'est des pensées pour être mises en prod. Ouais. Sur la partie IA générative, c'est quand il manque vous avez passé d'images, Ouais. est-ce qu'à partir de quelques images qui sont sur le même topic, on peut, avec l'IA générative, arriver à fabriquer des images dérivées Ouais. qui permettent d'enrichir. Aujourd'hui, dans les exemples que je vois passer, que je n'ai pas encore testé, pas eu le temps, mais c'est une quinzaine d'images. Ouais. Une quinzaine d'images, tu arrives quand même à produire un label entraîné. Tu vois. Alors, c'est beaucoup sur des cas de reconnaissance d'individus. Tu vois, tu dis tu veux faire ton avatar dans Stable Diffusion, par exemple, qui est un cas, c'est plein de vidéos là-dessus. En général, ils prennent une quinzaine d'images
Stable diffusion, tu apprends, après tu fous ton nom et tu te retrouves. Il n'y a plus de questions du coup pour Arnaud. Je vous ai pas découragé d'en faire. Ça va. Vraiment, c'est super intéressant. J'ai une dernière petite question sur la différence entre data-centric AI et générative, enfin, ce dont vous parliez. Ouais, générative AI, ouais. Non, les J'ai peut-être que je dis des bêtises, mais Enfin, vous avez parlé de différence tout à l'heure. entre Data-centric AI et ce dont vous avez parlé pour la creative intelligence. Ou non, mais ça n'a rien à voir. Data science AI, c'est l'idée de partir vraiment d'une parfaite connaissance des données, de la qualité des données, etc. C'est un peu l'approche que j'ai décrite, en fait, qui est de se poser des questions par rapport à son corpus, rentrer dans les corpus, comprendre ce qu'il y a dedans, savoir faire le lien avec des logiques métiers, des logiques expertes, etc. Avant de se lancer tête baissée dans j'entraîne mes algos. Ouais. Moi, je vais plus loin en disant que oui, mais data centric, c'est bien, mais il faut me mettre user et product, enfin, il faut être user-centric et considérer que votre cas, c'est un produit. La différence entre user-centric et product-centric, ça vous intéresse, c'est passionnant, mais user, ça vous intéresse vraiment aux besoins de l'utilisateur, et product va rajouter la dimension de rentabilité. C'est-à-dire que, ok, tu veux ça user, mais ça coûte une fortune, donc il ne faut pas que tu le mettes dans le produit. Donc, voilà. Ça, là, voilà. Mais la philosophie reste quand même la même, c'est de partir du besoin utilisateur. Donc voilà. Et je dirais que data-centric, c'est un des éléments de cette approche. Et comme je veux partir de la compréhension de mon sujet, de comment mes clients peuvent l'utiliser tout, vous avez besoin de comprendre ce qu'il y a dans les data. AI. Ouais, très clair. Bon, je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Moi, j'ai bien compris parce que ça s'applique très bien à ce que je fais. Bon. Ah oui. Est-ce qu'à distance, il reste des questions ou c'était très clair aussi? Pas d'autres questions pour moi. Bon, bah, Non, merci. c'est passionnant. Merci à tous. Merci Xavier et Romain d'avoir permis cet échange lieu. Et bonne soirée à tous. À bientôt.